Merci beaucoup, Charles, d'ouvrir cette troisième édition de Family Business Forum. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur à succès, comme le confirme votre dernier essai, sur lequel d'ailleurs nous allons nous appuyer. Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant. Mais tout d'abord, comment interroge-t-on, comment questionne-t-on l'engagement lorsqu'on est philosophe ? Alors ça, c'est une bonne question. Vous avez parlé à l'instant du sens. Alors je dirais que l'engagement, c'est d'inscrire le sens dans le sensible. C'est-à-dire que vous avez des intentions, des valeurs, des idées, du sens. Eh bien, l'engagement, c'est de sortir de cette sphère de l'abstraction, de l'intentionnalité ou même de la question des valeurs et de s'engager dans le réel, d'ouvrir dans le réel un champ et d'inscrire cette question, on va dire spirituelle ou intellectuelle ou abstraite, dans la chair sensible du monde. C'est ça, l'engagement. On peut aussi penser l'engagement comme une manière de se confronter au réel et d'accepter que peut-être il y aura de l'imperfection, qu'on n'arrivera pas exactement à ce qu'on avait visualisé, mais que quelque part, on a confiance dans le fait que c'est mieux de s'engager que de ne pas s'engager. Et au fond de tout engagement, il y a une confiance diffuse dans l'action elle-même. Et voilà, un bon résumé, c'est de dire avec Sartre ou avec Merleau-Ponty que s'engager, c'est inscrire dans la chair du réel la question du sens. Alors, le réel est très présent dans les différents thèmes Oui. que vous explorez depuis plusieurs années. Vous avez écrit sur la joie, la beauté, la rencontre, la confiance, l'échec. Chacun à sa manière, ces sujets questionnent l'engagement. Y a-t-il un point commun ? Alors, on a heureusement 4 heures, n'est-ce pas, pour relier l'engagement à la joie, à l'échec, à la confiance. Comme je l'ai suggéré dans la première réponse, il y a une question de confiance au cœur de l'engagement. Moins d'ailleurs une confiance en soi qu'une confiance en l'action elle-même, une confiance en l'avenir, une confiance dans le fait qu'à partir du moment où je m'engage, je vais créer des réactions et que des gens vont réagir. Souvent, avant de s'engager, on est dans une sorte de perfectionnisme, on anticipe trop, on se projette trop et on oublie le fait que dès lors que je m'engage, je reconfigure le réel. Donc c'est peut-être normal d'analyser le réel avant de s'engager, évidemment, mais on ne sera jamais parfaitement prêt. Et je crois qu'au cœur de la notion d'engagement, et ça va peut-être vous surprendre, vous qui êtes perfectionniste et qui anticipez beaucoup, il y a l'idée d'accepter qu'on n'est pas complètement prêt. On ne sera jamais parfaitement prêt, et pourtant à un moment, il faut y aller. Et c'est ça l'engagement. Je résumerai tout ça d'une citation de Alain qui va peut-être vous faire un peu rire, mais je vous propose de bien l'écouter, de bien l'accueillir. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Excellent. Alors, on suppose que l'engagement du patron, de la patronne, des dirigeants, celui de la gouvernance, celui des salariés, détermine l'engagement d'une entreprise. Est-ce que c'est aussi simple ? En fait, je précise ma question. Est-ce que l'on peut parler d'engagement à propos d'une entreprise ? Alors oui, je crois que la réponse est oui. Simplement, la question, c'est qu'elle doit proposer une synthèse de la manière de s'engager des collaborateurs, de la direction, de la gouvernance. Et du coup, la responsabilité de l'entreprise, c'est de proposer une unification des différentes façons de s'engager. Mais évidemment, une entreprise s'engage, elle s'engage par rapport à la responsabilité sociale, écologique, elle s'engage par rapport à ses objectifs, elle s'engage par rapport à des produits, elle s'engage par rapport à des consommateurs. Donc évidemment que cette exportation de l'engagement à l'entreprise a du sens. Maintenant, évidemment, c'est une exportation. Parce qu'à l'origine, on se situe dans la philosophie occidentale sur le terrain de l'individu, évidemment. Mais tout l'enjeu, c'est d'exporter cette question de l'engagement individuel sur le plan de l'entreprise et de voir dans quelle mesure cette exportation est légitime. Et je pense qu'elle l'est, notamment par rapport à la question des valeurs que j'ai évoquées au début. C'est que voilà, une entreprise, c'est aussi des valeurs. Et encore une fois, les valeurs, il faut qu'elles sortent du discours. Il faut qu'elles sortent de la charte des valeurs. Eh bien, l'engagement, c'est d'inscrire ces valeurs dans le réel. Et encore une fois, il y a un secret, c'est d'accepter que ça va être imparfait. Il n'y a que Jésus, si tant est qu'il ait été le Fils de Dieu, qui arrive à incarner parfaitement les valeurs. Les humains que vous êtes, que nous sommes, nous devons nous contenter de l'imperfection. Mais c'est ça un engagement aussi, c'est de préférer enraciner dans le réel des choses imparfaites, mais en voulant se perfectionner, plutôt que de se complaire dans l'idée d'une inaccessible perfection. Alors j'aimerais qu'on prenne appui justement donc, sur votre dernier essai, Vivre avec son passé. Ce qu'on désigne par entreprise familiale, par définition, c'est une entreprise qui se transmet entre générations. Bien vivre son passé
pour une entreprise familiale, ça signifie quoi? Alors, je vais vous donner un concept de Bergson qui est au cœur de mon dernier livre, Vivre avec son passé, et qui pourrait peut-être éclairer votre situation d'entreprise familiale. Ce concept, c'est la récapitulation créatrice. C'est-à-dire, Bergson dit que pour être pleinement fondateur de l'avenir, il faut être pleinement héritier du passé. Déjà, ça, c'est intéressant, parce qu'il y a une illusion dans la modernité qui est que pour ouvrir l'avenir, pour fonder, il faudrait rompre avec le passé. Il faudrait être dans une rupture franche, faire table rase du passé. Ça, c'est une illusion que je m'emploie à démasquer dans mon livre. Mais une fois qu'on a démasqué cette illusion, on se dit, mais comment je fais pour avancer avec l'héritage? Et là, Bergson dit, il faut être dans la récapitulation, mais créatrice, c'est-à-dire ressaisir l'histoire, mais en faisant quelque chose de nouveau. Mais simplement, pour en faire quelque chose de nouveau, il faut d'abord la connaître, d'abord l'accepter, d'abord la digérer. Et paradoxalement, plus je sais tout ce dont j'hérite, plus je vais être capable d'être fondateur. Ce qu'on pourrait aussi éclairer à travers l'histoire de l'art, l'histoire de l'entreprise, l'histoire de la politique, et ne surtout pas croire qu'il y aura des ruptures franches. On est toujours, au fond, dans un continuum. Et on pourrait ajouter à cela que peut-être, pour bien hériter du passé de façon créatrice, il faut être capable d'un petit pas de côté, pour ne pas être simplement exactement dans le sillage. Parce que quand on fait un petit pas de côté, il opère un peu comme un tamis et qu'on comprend mieux l'essentiel. Alors on va prendre un exemple de family business, c'est la famille Noah. Voilà, Yannick Noah, il a gagné Roland-Garros. Son père, Zachary Noah, il a gagné la Coupe d'Europe de foot, c'est pas mal. Et son fils, Joachim Noah, il a été meilleur joueur de basket au monde. Donc comment ils font? Ils comprennent bien l'héritage dans la famille. Et bien à chaque fois, il faut un pas de côté. Ils changent de sport, ils changent de continent. Et c'est une métaphore pour dire que le pas de côté permet de saisir l'essentiel de ce dont on hérite. Et puis, je dirais, deuxième ingrédient, pour bien hériter et devenir fondateur, au fond, bien transmettre le pas de côté et la générosité. C'est-à-dire, je reçois, ça vient du passé, mais qu'est-ce que je vais donner? Et je prendrai un autre exemple pour décadrer un peu de votre champ, c'est Mathieu Chédid. Quand il est arrivé, on a dit c'est encore un héritier, c'est encore un fils d'eux, on en a marre du népotisme, c'est le fils de Louis Chédid, c'est le petit-fils d'André Chédid. En fait, il est tellement bon, il est tellement généreux, il donne tellement, il est tellement créatif, qu'en fait, plus personne se dit c'est un fils d'eux. Parce qu'il rajoute sa patte, mais tout en ressaisissant l'héritage familial. C'est très intéressant. Céder l'entreprise familiale, c'est accepter finalement, c'est prendre la décision de briser l'histoire de la famille. Ça peut être extrêmement douloureux. Parfois, c'est inévitable, y compris pour se protéger soi-même, lorsqu'on est dirigeant héritier d'une entreprise familiale. Comment peut-on gérer ce passage qui peut être donc très douloureux? Je crois que dans ce cas-là, la rupture, la décision de ne pas reprendre ou de vendre, comme dans le cas inverse, en fait, c'est toujours le même critère qui doit présider. C'est-à-dire, est-ce que je vais être bon dans ce que je fais? Et la réponse, toujours bergsonienne, c'est on va être bon dans ce qu'on fait, que ce soit la reprise ou la séparation, dans la mesure où on le fait à sa manière. Et Bergson dit, et ça c'est très intéressant, être libre, c'est pas être complètement libre, c'est arracher à un conditionnement ou être complètement héritier. Être libre, c'est quand vous réussissez à travailler, à produire des actions, des engagements qui vous ressemblent. Et il dit, la liberté, c'est de poser des actions qui ressemblent au sujet, autant que les artistes ressemblent, que les œuvres d'un artiste ressemblent à l'artiste. C'est ma réponse. En fait, il faut le faire d'une manière qui me correspond. Je peux me regarder dans la glace, je retrouve mes valeurs, il y a une fidélité à moi. Et cette fidélité, cette manière de se ressembler et de se rassembler aussi, on peut la trouver aussi bien dans la cassure, dans la vente ou dans le fait de ne pas reprendre, que dans le fait de reprendre. Vous voyez, c'est un peu le même critère. Ça me fait penser, pardonnez-moi, ça me fait penser tout à l'heure, nous aurons pour intervenir Marianne Guyader, qui m'expliquait que son engagement dans l'aventure familiale tient à la liberté qu'on lui a donnée de vivre sa vie ailleurs. Très intéressant ce mot de liberté que nous comprenons mieux quand nous sortons de la pensée dichotomique. Dans cette pensée dichotomique, il y a soit je suis déterminé, influencé, conditionné, bref, pas libre, soit je suis libre, je suis non conditionné, je m'invente totalement à partir de rien. Et en fait, c'est faux, la vie, ça n'est pas ça. La liberté, on peut nous la donner, on peut la recevoir. Et la vraie liberté, souvent, se joue dans une manière de recevoir, au fond. Encore une fois, je n'ai pas choisi d'être né là où je suis né, je n'ai pas choisi de recevoir en héritage ceci ou cela, mais ce que je vais choisir, c'est ma manière de le recevoir. Et dans tous les cas,
que ce soit recevoir dans la continuité ou recevoir dans la rupture, dans tous les cas, et ça c'est un peu contre-intuitif, je dois être fidèle au passé. Et je dois entendre la note que le passé a laissé s'élever et persévérer dans la fidélité à cette note. Bergson dit c'est comme s'il y avait une mélodie intérieure de la subjectivité de chacun. Ça peut être pareil pour une entreprise. On dit souvent l'ADN, mais c'est un peu mal dit, l'ADN d'une boîte, parce que c'est comme si c'était figé. En vérité, l'histoire se joue dans un continuum. Donc parlons plutôt de mélodie de l'entreprise, de mélodie intérieure. Eh bien, quand je me tourne vers le passé, j'entends cette mélodie et je vais réussir dans l'avenir dans la mesure où je suis fidèle à cette résonance. Évidemment, on peut être fidèle dans la dissonance, on peut être fidèle en tentant de nouveaux produits, de nouveaux développements, ou alors fidèle en étant très dans la continuité. Ce n'est pas tellement la question. La question, c'est qu'il faut qu'il y ait de la fidélité au passé. Alors, cette fidélité au passé, hériter pleinement du passé, comme vous le disiez à l'instant, ça signifie aussi qu'à un moment, l'entreprise doit accepter d'intégrer, alors dans son ADN, mais qui bouge bien sûr, ouais, qui est en mouvement, d'intégrer dans son ADN les fardeaux, les épreuves, les souffrances intimes aussi des dirigeants qui se sont succédés. Elle peut grandir justement de cette intégration ? Oui, c'est une très belle question, très humaniste. J'ai écrit il y a longtemps un livre qui s'appelait « Les vertus de l'échec », où je montrais que, et d'ailleurs c'est aussi valable pour l'histoire des entreprises, mais pour l'histoire des thérapies individuelles, qu'en vérité, les épreuves, les moments difficiles, les échecs, en fait, participent de l'histoire au même titre que les succès et les moments de joie. Et la récapitulation créatrice, c'est de toujours tout ressaisir. Donc évidemment, si par le passé, il y a eu des moments douloureux, des gens qui ont été à la tête de la boîte, qui ont vécu des problèmes, il ne faut surtout pas être dans le déni, surtout pas être dans l'évitement, surtout pas penser qu'il ne faut pas en parler et passer à autre chose. Je crois qu'une malédiction pour vous, c'est l'idée qu'on va passer à autre chose. Que s'il y a eu une mauvaise page, on va juste, pas tourner la page, mais presque l'arracher du livre. En fait, non. Ça ne se passe pas comme ça, une vie humaine, une vie d'entreprise, une vie de nation. Les pages du début, elles sont dans le livre. Et j'ai intérêt à les relire souvent si je veux bien écrire la suite de l'histoire. C'est toujours cette même idée, au fond, de fidélité. Je creuse le thème de l'héritage, et sous une autre facette, alors, qui peut sembler très économique, purement économique, mais qui est aussi philosophique. Un camp milite pour taxer davantage les droits de succession au nom de la correction des inégalités de naissance, et puis comme contrepartie pour diminuer peut-être la taxation du travail. Un autre camp est vent debout contre cette idée. Et au cœur du débat, on voit bien que c'est notre conception du passé, matériel et immatériel, c'est la valeur qu'on confère au passé qui est en jeu. Cette réflexion a-t-elle sa place lorsqu'on parle de transmission d'entreprise familiale ? Alors oui, cette réflexion a sa place. En revanche, je suis totalement incompétent sur cette question. Mais toutefois, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que vous avez tout à fait raison. Elle porte une question, c'est qu'est-ce qu'on fait du passé ? Est-ce qu'on le regarde comme quelque chose qui est simplement passé ? Ou est-ce qu'on pense que le passé est présent dans l'activité présente ? Et évidemment, c'est la bonne réponse. Au fond, et c'est ça d'ailleurs qui peut-être vous réunit ici, le passé n'est jamais du passé. Le passé n'est jamais du passé, il est toujours présent à travers des habitudes, des réflexes, des schémas de pensée, des idées, des notions. Et évidemment, on ne peut aller de l'avant. Le sous-titre de mon livre, c'est une philosophie pour aller de l'avant. On ne peut aller de l'avant qu'en comprenant que le passé, il est là en nous, dans nos habitudes, dans notre mémoire, dans nos moments de gloire, dans nos mauvais souvenirs. Et on ne peut, au fond, aller de l'avant efficacement, et dans le cas d'une entreprise familiale, continuer à la faire marcher vraiment, qu'en ressaisissant toute cette histoire. Ça a l'air un peu évident, mais en fait, si on s'arrête sur le mot, ça veut dire qu'on n'est pas dans la rupture, ça on a compris. Rupture franche, ça n'existe pas, c'est toujours une illusion, mais on n'est pas non plus déterminé. Ni rupture, ni illusion moderniste de la rupture, ni soumission déterministe au poids du passé. Ressaisir créativement l'héritage. Avant de conclure, un mot sur la jeunesse, parce que vous êtes régulièrement, vous, au cœur des jeunes, notamment des étudiants, auprès de qui vous enseignez la philosophie. Ils ont des exigences, des aspirations, des comportements qui leur sont propres. Alors, de manière très grossière, on dit souvent une propension élevée à se lasser d'un job, à quitter un emploi, voire à changer de métier, mais aussi à vouloir vivre dans leur travail un fort engagement, notamment environnemental. C'est une donnée qui peut fragiliser, selon vous, l'engagement des héritiers dans une entreprise familiale, ou au contraire,
qui peut le consolider? C'est une belle question. Les deux, au fond, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on raconte beaucoup de choses trop générales sur cette jeunesse, soit qu'elle veut profiter de la vie hors le travail, soit qu'elle ne veut travailler qu'à la condition que ça corresponde parfaitement à un idéal social ou écologique. Je crois que la question, c'est plutôt comment on fait de l'unité avec de la diversité. Comment on produit un engagement de l'entreprise qui synthétise la diversité des formes d'engagement dans un projet unifié. C'est pour ça qu'il faut un leadership charismatique. C'est pour ça qu'il faut une tête. Il faut quelqu'un qui dise, voilà, on est tous différents. Il y a des jeunes qui vont vouloir s'engager en étant tout à fait alignés sur les valeurs écologiques ou climatiques qui sont les leurs. D'autres qui ne sont pas comme ça. Et la responsabilité de l'entreprise et du leadership, c'est de dire, on va faire de l'unité avec cette diversité. Pour ça, il faut avoir une vision. Et c'est peut-être intéressant de conclure là-dessus. On parle beaucoup du passé, mais au fond, la question, c'est d'utiliser ce passé comme une sorte de carburant pour avoir une vision de l'avenir. Et je vous signale, et c'est aussi contre-intuitif, que la mémoire, d'après les neurosciences, n'a pas du tout pour fonction de conserver le passé. Elle a pour fonction de prédire l'avenir. Pour cela, bien sûr, elle utilise les données du passé dont elle se souvient, mais en vue des prévisions de l'avenir. C'est un peu pareil pour une entreprise familiale. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ce passé, mais évidemment dans la direction de l'avenir. On retrouve l'idée de récapitulation créatrice. Dans l'oreillette, on m'indique que j'ai encore 3 minutes, donc on va en profiter pleinement. Avec plaisir. Le sous-titre de votre livre, c'est « Une philosophie pour aller de l'avant ». Les entreprises familiales font fréquemment l'objet d'une qualité et d'une limite particulière. La qualité, c'est de s'inscrire dans le temps long. Oui. Et la limite, ça peut être parfois un excès de prudence, une certaine distance au risque. Aller de l'avant, selon vous, ça veut dire quoi quand on parle d'entreprise? Alors oui, j'ai entendu dans votre présentation cette question du temps long qui est centrale et cette façon de différencier quand même le tissu des entreprises familiales des autres. Et c'est une chance, précisément, d'avoir cette vision du temps long. Mais votre question, c'était quoi la dernière question? C'est de savoir si on aller de l'avant, finalement, bien sûr, quand on parle d'entreprise. Et justement, pour aller de l'avant, il faut avoir cette vision du temps long. Donc ça, c'est une chance. Mais il faut aussi ne pas être obsédé non plus par ce temps long. C'est-à-dire que si on a trop une vision du temps long et un objectif à long terme, on va peut-être manquer de précision du regard sur ce qui se passe maintenant. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque étape du progrès de l'activité de l'entreprise, les cartes sont rebattues. Et donc peut-être, il ne faut pas toujours se dire on veut atteindre ça et on va mettre les moyens en vue de cet objectif, mais peut-être au moment de chaque étape, redéfinir un peu l'objectif, avoir cette espèce d'agilité. Et peut-être, j'imagine que peut-être, autant les entreprises familiales sont plus à l'aise que les autres sur la question du long terme, autant peut-être sur cette souplesse de l'adaptation, sur cette agilité, sur cette capacité à rebondir très vite ou à se réinventer par rapport à une adversité, par rapport à un marché en crise, peut-être elles ont moins de souplesse. Donc on pourrait imaginer qu'il faut être conscient de sa chance. On a le long terme et le temps long avec nous, par le passé et vers l'avenir, et essayer, grâce à cette chance dont on a conscience, de faire attention à un défaut qu'on pourrait avoir, qui serait en effet un peu trop de rigidité, voire un peu trop de frilosité. Et ne croyez surtout pas, et là je vais vous donner un petit conseil, mais moi je ne suis pas légitime, mais bon, comme on m'invite, je parle. Il y a la phrase la plus fausse du monde, c'est « on ne change pas une recette qui marche ». C'est la phrase la plus fausse du monde. Dès qu'on s'intéresse sur les succès de long terme, sur David Bowie, sur les experts en handball, sur Djokovic par exemple, tous ces gens qui ont réussi longtemps, ils se sont réinventés régulièrement. Attention, dans la fidélité à plein de choses, mais en se contentant jamais de répéter une recette qui marche. On peut finir là-dessus. Quand vous avez les handballeurs, souvenez-vous, les experts français, ils ont tout gagné, championnat du monde, Jeux olympiques, et leur entraîneur, c'était Claude Onesta, un philosophe que j'aime bien. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle victoire, il avait l'air ombragé, il avait l'air un peu triste, inquiet. Alors un journaliste lui a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas la fête en troisième mi-temps comme les autres ?» Et il a dit « Parce qu'on a gagné, mais tout le monde a vu comment on a gagné. Et bien pour gagner encore, il va falloir se réinventer. » Merci infiniment, Charles Pépin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci infiniment.